Salut à tous. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer un truc fascinant, les rouages du commerce mondial. Et pour ça, on s'appuie sur la masterclass du professeur Ati Abderrahim. Parce que bon, le marketing international, c'est pas juste traduire une pub d'une langue à une autre, hein. C'est un vrai terrain de jeu stratégique, bourré de dilemmes et de décisions qui coûtent des millions. En parcourant ce cours, vous allez voir, la logique derrière les immenses succès, mais aussi les gros flops des marques mondiales, ça va vous paraître limpide. Tiens, posez-vous la question. Est-ce qu'une marque devrait proposer exactement le même produit absolument partout? C'est vraiment le casse-tête ultime pour n'importe quel dirigeant. Est-ce qu'on vend la même chose de la même façon à Paris, à Tokyo et à Buenos Aires? Tout le problème est là. D'un côté, on a envie de faire des économies d'échelle, un max, en uniformisant tout. Mais de l'autre, il faut absolument rester pertinent pour les clients locaux. C'est un jeu d'équilibriste hyper précaire. Alors, voici notre programme pour y voir plus clair. 1. Le défi. 2. L'étude de marché. 3. Le choc central. 4. Les 5 stratégies de Keegan. Et on finira avec les points clés. On commence avec la première partie, le défi des environnements hétérogènes. Avant même de parler de stratégie, il faut bien comprendre que se lancer à l'international, c'est tout sauf une balade de santé. C'est même un vrai parcours du combattant. Les experts sont tous d'accord là-dessus. On quitte le confort de son marché domestique pour des environnements totalement hétérogènes. Et la liste des obstacles que dresse le professeur Abderrahim donne quand même un peu le vertige. On ne parle pas juste de la barrière de la langue, ça serait trop simple. Faut gérer des comportements d'achat qui n'ont rien à voir d'un pays à l'autre, trouver les bons circuits de distribution sur place et surtout se cogner aux contraintes réglementaires, logistiques et financières. Autant dire que si on fonce tête baissée, c'est le crash assuré. D'où l'importance vitale de bien évaluer le terrain en amont. Et ça nous amène naturellement à notre deuxième point, l'étude de marché, la fondation. C'est la base absolue pour réduire tous ces risques dont on vient de parler. Pour récupérer cette donnée en or, on a deux grandes écoles. D'un côté, les sources secondaires. Ça, c'est tout ce qui est statistique officielle, genre le FMI, le Haut Commissariat au Plan ou la COFAS. Le grand avantage, c'est rapide et ça coûte pas très cher. Le gros bémol, les infos peuvent dater un peu. Et de l'autre côté, on a les sources primaires. Là, on va direct sur le terrain. Enquête, interview, test produit. C'est du sur-mesure, c'est ultra récent. Par contre, ça prend un temps fou et ça coûte très cher. C'est donc un vrai choix méthodologique à faire selon le budget qu'on a. Mais bon, vous vous en doutez, la vraie solution en béton armé, c'est le mix des deux. Une approche hybride, quoi. On prend la vue d'ensemble hyper rapide des sources secondaires et on creuse en profondeur avec les sources primaires. Ça donne une image hyper nette et exhaustive du marché. Après, il faut bien garder en tête que ça demande de solides ressources financières de faire les deux en même temps. Allez, on passe au point 3. Le choc central, standardisation contre adaptation. C'est vraiment le cœur de notre analyse d'aujourd'hui. Une fois qu'on a nos données, on se prend ce fameux dilemme en pleine face. Regardez bien cette matrice, elle résume absolument tout. Si votre but numéro 1, c'est de réduire les coûts à fond et de garder une marque hyper cohérente sur toute la planète, la standardisation, c'est la voie royale. Mais attention, si votre succès dépend de votre capacité à coller aux attentes des locaux, ou si vous faites face à des lois très strictes et à des cultures complètement différentes, là, la standardisation, c'est mort. Elle devient super défavorable. L'adaptation devient votre seule option pour exister. Ce qui nous conduit à notre quatrième partie. Les 5 stratégies de Keegan, le cadre opérationnel. Parce qu'en vrai, ce débat, c'est rarement tout noir ou tout blond. En 2020, Keegan et Green ont mis au point un super cadre opérationnel pour montrer toutes les nuances possibles. La première stratégie de leur liste, c'est l'extension uniforme. C'est la standardisation poussée à l'extrême. Zéro flexibilité. Même produit, même pub, pour tout le monde. L'exemple parfait du cours, c'est Coca-Cola. L'objectif est limpide, on veut un max d'économie d'échelle et une marque universelle, un point c'est tout. Ensuite, on glisse vers l'extension avec adaptation. Là, le produit physique, on n'y touche pas du tout, histoire de maîtriser parfaitement les coûts de fabrication. Par contre, on adapte complètement le discours marketing à la culture locale. C'est un grand classique dans l'industrie du luxe. Le produit reste le même partout, son prestige reste mondial, mais la façon dont on va le vendre, l'histoire qu'on va raconter autour, elle va changer pour vraiment parler aux clients sur place. Troisième voie, on inverse la logique, l'adaptation du produit avec une extension de la communication. Ici, c'est le message de la marque qui ne bouge pas d'un millimètre, mais le produit, lui, il doit s'adapter techniquement. L'automobile illustre ça à la perfection. L'image de marque est la même partout, mais les voitures, il faut bien les modifier pour le volant à droite ou à gauche ou pour respecter les normes anti-pollution très strictes de certains pays. On arrive au niveau 4, l'adaptation totale, ou la double adaptation. On modifie et le produit
Et le message, c'est du sur-mesure absolu pour chaque marché ciblé. Et c'est indispensable pour des secteurs très ancrés dans la culture ou l'intimité, comme l'alimentation ou les cosmétiques. Essayer de forcer un produit standard dans ces secteurs-là, c'est aller droit dans le mur. Faut vraiment épouser les goûts locaux pour espérer s'en sortir. Et enfin, la cinquième et dernière stratégie identifiée par Keegan, elle va encore plus loin. C'est l'invention pure et simple. Là, on n'adapte plus rien du tout, on part d'une page blanche. On crée un produit de A à Z spécialement pour un marché donné. C'est ce qu'on voit beaucoup avec les produits conçus spécifiquement pour les pays à faible revenu. Le but, c'est de répondre à des contraintes économiques drastiques que les produits existants ne peuvent tout simplement pas satisfaire. Allez, on arrive à notre cinquième et dernière partie, les points clés et la synthèse de ce fameux chapitre 3. Rassemblons un peu les pièces du puzzle. Si on résume tout ce qu'on a vu, on réalise que le marketing international, c'est vraiment un art ultra subtil. Ça demande de combiner en permanence une étude de marché béton, une bonne segmentation et une grosse capacité d'adaptation. Utiliser des données statistiques ou aller sur le terrain faire des enquêtes, c'est pas juste une option, c'est votre radar indispensable pour naviguer dans ces eaux internationaux super complexes. Honnêtement, s'il n'y avait qu'une seule phrase à retenir de toute cette masterclass, ce serait celle-ci. Le choix entre standardiser pour faire des économies ou adapter pour plaire localement, ça ne se fait jamais au hasard. Ça se calcule méticuleusement en fonction du produit, de la culture du marché visé et de vos impératifs de coût. C'est vraiment la règle d'or du succès à l'international. Et du coup, ça soulève une question de fond passionnante pour clore ce décryptage. Dans notre monde actuel, qui se mondialise à vitesse grand V, le vrai avantage concurrentiel de demain, il est où? Est-ce qu'il sera du côté de l'efficacité mondiale hyper standardisée et imbattable au niveau prix, ou plutôt du côté de l'empathie locale, de cette capacité à comprendre les toutes petites nuances de chaque culture? Je vous laisse y réfléchir, merci de nous avoir suivis et à très vite pour une prochaine analyse.